Je déclare la réunion du 3 juillet ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Mme Amandine Ouéry, M. Paul Hartog, M. Marc Mainry. M. Bastin. Oui, avez-vous des excusés? Ok. Telomba. Il y en a quelques-uns qui vont arriver en retard. Donc, Yamina et Grégory. M. Chalon. Ok. Madame Tandel. Ok. Madame Freinet. Ok, merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour comprenant les questions d'actualité, une carte d'accès permanent aux sites touristiques et culturels paraprovinciaux et des tickets pour la navette fluviale qui vous sont offerts par la Fédération du tourisme de la province de Liège, ainsi qu'un pot de miel issu des ruches urbaines de la province de Liège. Vous avez reçu le 23 juin dernier par email un courrier de Monsieur le Directeur général provincial concernant l'obligation légale de déposer une liste de mandats et une déclaration de patrimoine à la Cour des comptes. Je vous rappelle que ce dépôt doit être effectué pour le 30 septembre au plus tard. J'attire votre attention sur le fait qu'en tant que conseiller provincial, vous n'êtes pas assujetti à cette législation. Cependant, vous exercez peut-être un autre mandat pour lequel vous êtes assujetti, comme celui de bourgmestre et chef administrateur d'intercommunal ou président de CPS. Je vous rappelle que nos travaux, par ailleurs, je vous rappelle que nos travaux de ce jour portent notamment sur l'octroi du titre honorifique de ses fonctions à un ancien membre de notre Assemblée. Celui-ci sera mis à l'honneur en fin de séance. Aussi, dès après la lecture du résumé du procès-verbal de la séance précédente, nous débuterons nos travaux par la séance à huis clos qui porte sur 4 dossiers. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2025. Je donne la parole à Madame la Première secrétaire pour la lecture de ce résumé. Bien voilà, bonjour tout le monde. Donc, le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 12 juin 2025. Séance publique. La réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de M. Jean-Denis Lejeune et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 48 membres y assistent. Madame la gouverneure faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame, moi-même, donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2025. Suite à une demande d'interpellation citoyenne, Monsieur le Président fait part à l'Assemblée de la décision d'irrecevabilité de cette dernière par le Bureau et en précise les motifs. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial à la question d'actualité reprise sous le document 24, 25 à 17. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24, 25, 271 à 275, 24, 25, 277 à 279, 24, 25, 294 à 297 et le document 24, 25, 299. L'Assemblée adopte les documents 24, 25, 300 et les documents 24, 25, 280 à 293. L'Assemblée prend connaissance du document 24, 25, 298. Le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2025 est approuvé. La séance publique est levée à 17h40. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la désignation sous réserve d'agréation par la communauté française de Mme Alexia Boulicano en qualité de directrice intérimaire à l'Athénée provincial de Flémal-Guilang à dater du 13 juin 2025. Document 24-25 276. Merci. Merci Madame la Première secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Séance à huis clos. En application de l'article L. 2212-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 50 de notre règlement d'ordre intérieur, je prononce le huis clos sur le point 2 de nos travaux de ce jour. Je prierai Monsieur le responsable. Point 6 de l'ordre du jour actualisé.
L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 4 points. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question relative à la non-reconnaissance des bibliothèques de Trot et Bassange, je donne la parole à Madame Muriel Freinet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d'annoncer par la voix de sa ministre-présidente et de la Culture la non-reconnaissance de plusieurs bibliothèques en Fédération Wallonie-Bruxelles, et notamment celles de Trot et de Bassange, 2 bibliothèques situées sur le territoire de la province de Liège. Pourtant, les dossiers de ces bibliothèques ont reçu un avis favorable de la part de l'inspection et selon le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et l'organisation du réseau de la lecture publique, une décision aurait dû être rendue avant le 1er janvier. Non seulement cette situation de flou s'est un peu prolongée, mais en plus la décision n'est pas positive, ce qui dénonce les 2 coupoles des fédérations interdiocèses des bibliothèques et bibliothèques catholiques et l'association des professionnels des bibliothèques francophones de Belgique. Ces bibliothèques sont donc confrontées aux attentes, conformément aux attentes. Elles ont fait des efforts de mise à jour et des efforts financiers. Certaines d'entre elles se sont même endettées pour être en mesure de mettre en œuvre le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de coller au décret. Un minimum de continuité dans l'engagement et la mission politique aurait dû aboutir à leur reconnaissance après une année d'attente pénible. Or, aujourd'hui, elles risquent de fermer. Les bibliothèques sont des piliers du maillage culturel local, reconnus comme tels par les usagers et même par les non-visiteurs. La suppression de 2 bibliothèques fragiliserait la cohésion sociale, l'accès à la culture. De plus, les bibliothèques sont en première ligne pour réduire la fracture numérique. Celles-ci proposent en effet un accès à Internet, un accompagnement dans les démarches administratives en ligne, des formations à l'utilisation d'outils numériques. C'est un coup dur pour les communes qui tentent sur leur territoire de développer des démarches culturelles en milieu scolaire et en tout public. Dois-je rappeler ici que la commune de Trot a été impactée par les inondations, que son service culturel communal a été et est toujours mobilisé autour de la population impactée. La culture à elle seule ne peut rien, mais elle aide à vivre. Pour la commune de Bassange, la bibliothèque est probablement le seul lieu de culture sur la commune accessible à tous et à toutes. À ce stade, que peut faire la province de Liège afin de soutenir ces 2 bibliothèques à passer ce cap difficile en termes de moyens financiers, mais aussi en termes de morale pour les équipes sur place qui ont tout fait pour entrer dans le décret de 2009 et qui se voient aujourd'hui punies et privées de moyens. En vous remerciant. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. J'invite M. Luc Gillard, député provincial, vice-président, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, Madame Freinet, je vous remercie pour votre question relative à la non-reconnaissance des bibliothèques de Trot et de Bassange par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette situation soulève des préoccupations majeures. Elle met en lumière un déséquilibre préoccupant entre les secteurs culturels. Si le secteur du livre et des lettres a récemment été revalorisé, les bibliothèques, pourtant en première ligne de l'action culturelle territoriale, restent trop souvent négligées. Et pourtant, ces 2 bibliothèques, vous l'avez rappelé, ont rempli les conditions fixées par le décret du 30 avril 2009. Leurs dossiers ont reçu un avis favorable de l'inspection et de l'administration. Elles ont investi dans leur structuration, engagé des efforts de mise à niveau, mobilisé du personnel, parfois au prix d'un effort budgétaire considérable pour les communes. L'absence de reconnaissance aujourd'hui, au-delà du non-respect du calendrier légal, représente un coup dur pour des équipes qui se sont pleinement engagées dans une dynamique ambitieuse. La province de Liège, pour sa part, reste fidèle à son rôle de soutien et de structuration. Nous avons accompagné les bibliothèques de Trot et Bassange tout au long du processus. Formation, conseil méthodologique, relecture, participation au conseil de développement de la lecture.
Nous ne les laissons pas seuls. En 2021, c'est notre bibliobus provincial qui a été déployé en urgence à Traux après les inondations. Aujourd'hui, nous mettons toujours à disposition des collections d'appui, des expositions itinérantes, des services mutualisés. Ces soutiens concrets, souvent silencieux mais essentiels, témoignent de notre engagement envers toutes les bibliothèques de notre territoire, reconnues ou non. Et au-delà de ces aides individuelles, la province veille activement à la solidarité entre bibliothèques. Nous coordonnons un réseau structuré sur l'ensemble du territoire, avec un catalogue collectif, un système de prêt interbibliothèques, une communication interne et des rencontres régulières d'échanges de pratiques professionnelles. Ces actions permettent parfois de rompre l'isolement des équipes en milieu rural, de faire circuler les compétences et de renforcer la cohérence d'ensemble. Ce travail patient, souvent invisible, est indispensable pour rendre la lecture publique plus forte, plus solidaire et plus résiliente. Aujourd'hui, la province souhaite poser un geste symbolique et concret. Malgré leur non-reconnaissance officielle, nous envisageons l'octroi d'une subvention aux bibliothèques de Traux et Bassange en 2025. Certes, c'est modeste, à hauteur de 2 475 € par établissement. Mais c'est un signal clair. Le pouvoir public est présent, même quand d'autres se retirent, même quand d'aucuns nous estiment inutiles ou supprimables. En 2009, un décret relatif au développement des pratiques de lecture organisées par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques est entré en vigueur. Ce dernier n'oblige plus les provinces au financement des dépenses admissibles. Néanmoins, de manière à ne pas pénaliser les bibliothèques publiques, à cette époque, le Collège a décidé de poursuivre le financement de ses pouvoirs organisateurs au prorata des subventions accordées par la Fédération Wallonie-Bruxelles et aux bibliothèques à vocation encyclopédique. C'est ainsi qu'un montant de ces 150 € par équivalent temps plein est accordé annuellement par la province aux structures reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le dernier dossier de l'espèce vous a été soumis au Conseil du 23 septembre de l'année dernière. Et si vous calculez, vous retrouverez les montants alloués aux 2 bibliothèques qui ont 1,5 équivalent temps plein. Je formule le vœu que ce soutien soit compris, étendu et relayé par la Fédération, afin d'assurer la continuité des politiques culturelles et le respect du travail accompli. Pour autant, chers collègues, soyons lucides. Cette situation, qui peut paraître anecdotique pour certains, relève tout le travail qui reste à accomplir pour déterminer l'étendue du principe de subsidiarité qui s'applique à nos compétences, mais aussi toutes les conséquences négatives qui pourraient résulter d'une limitation brutale ou unilatérale de certaines de nos missions. La lecture publique est un maillon fondamental de la cohésion sociale, de l'accès à la culture, du développement des pratiques langagières et de la lutte contre la fracture numérique. La province de Liège continuera à en être garante avec constance et conviction dans les limites des compétences qu'elle pourra exercer. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le député provincial vice-président, une réaction? Non. Monsieur Benvenia, vous aviez une question? Ok. J'invite à présent M. Olivier Bastin à la tribune pour nous faire part de sa question concernant le dispatching des zones de secours. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc ce mercredi 25 juin est paru dans la presse un article annonçant publiquement votre souhait de la majorité de fusionner les services de dispatching des 6 zones de secours de la province en un dispatching commun à toute la province. Pour rappel, le dispatching, c'est un élément central pour le bon déroulement des interventions des secours. Donc, lorsqu'un citoyen appelle les urgences via le 112, celle-ci contacte ensuite le dispatching de la zone géographique appropriée. Ensuite, les dispatcheurs prennent le relais. Ils évaluent les besoins en fonction du type d'intervention, ils mobilisent les moyens nécessaires pour l'envoi d'équipes et le matériel sur place, mais ils suivent aussi et coordonnent ensuite l'intervention sur place. En cas de besoin supplémentaire, par exemple s'il faut appeler la police, des équipes médicales ou des renforts supplémentaires, ce sont les dispatcheurs qui sont à la manœuvre, afin d'assurer, cette fois-ci dans le sens inverse,
le relais des intervenants vers la centrale 112. Ils ont également pour mission de réaliser des zonages réflexes qui établissent, selon le sens du vent, les périmètres de sécurité lors des interventions telles que les fuites de gaz, les incidents chimiques ou radiologiques. Leur rôle est donc essentiel pour le bon déroulement des interventions, c'est-à-dire pour assurer la sécurité des équipes de pompiers et celle, évidemment, des citoyens. Jusqu'en 2025, chaque rôle avait son propre dispatching, chaque rôle a aussi son propre protocole de départ pour organiser les équipes qui démarrent des casernes vers les zones d'intervention. Désormais, les 6 zones travaillent avec 4 dispatchings, puisque les zones 2 et 3, donc Liège et Huy, ont opéré leur fusion depuis ce début d'année, de même que les zones 4 et 5, dont le dispatching est aussi mutualisé. Vous parlez donc aujourd'hui d'aller vers la fusion de tous les dispatchings en un seul qui serait commun à toute la province. Donc voici mes questions. Vous souhaitez faire des économies sans toucher à l'emploi. Qu'adviendra-t-il donc de tous les dispatchers actuels et sous quel employeur est-ce qu'ils seront placés? Vous dites que la fusion permettra plus d'efficacité, mais actuellement, comme je l'ai dit, chaque zone a un protocole différent pour l'organisation des départs en fonction de l'analyse des risques de la zone. Sachant cela, comment comptez-vous réaliser cette fusion du point de vue justement de la gestion des moyens opérationnels mobilisés pour une intervention? Les dispatchers de chaque zone ont des statuts différents. Dans votre plan stratégique transversal dont on va parler aujourd'hui, vous dites vouloir sauvegarder les droits et avantages acquis par le personnel provincial. Donc ma question, est-ce que vous comptez bien alors garantir un nivellement dans les meilleures conditions pour l'ensemble du personnel disposant actuellement de statuts administratifs et pécuniaires différents? Et ma dernière question, comment comptez-vous impliquer les organisations syndicales représentant les travailleurs dans ce processus? Est-ce que vous comptez, par exemple, les inviter lors des prochaines commissions spéciales sur les zones de secours? Merci d'avance. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. J'invite monsieur le député provincial Luc Lejeune à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le conseiller, cher Olivier, je vous remercie pour votre question, votre interpellation, qui donne effectivement l'occasion de faire un point devant cette Assemblée sur ce que je considère être un chantier majeur de l'engagement provincial dans le domaine de la sécurité civile, à savoir la mise en œuvre d'un dispatching commun pour l'ensemble des zones de notre territoire. Dans ce contexte, puisque la province augmente progressivement son financement aux zones de secours, elle entend effectivement jouer un rôle impactant de soutien supracommunal au territoire, mais en respectant également l'autonomie propre à chaque zone. Je pense que c'est important. La province est effectivement représentée dans les différentes zones de secours, dans les organes collèges, conseils et à l'intercommunal, mais les zones ont une autonomie de décision. Alors, je me permets aussi de rappeler peut-être en préambule que ce dossier ne date pas d'hier, c'est un vieux dossier. Dès 2016, une étude menée par le cabinet BDO soulignait la nécessité d'unir les forces des zones à travers un système de dispatching mutualisé, identifié comme l'une des clés majeures pour améliorer l'efficience et la coordination des interventions. La province de Liège a, depuis ce moment, choisi de se positionner en partenaire actif, engagé aux côtés des zones pour accompagner ce processus délicat mais nécessaire. Depuis, le chemin n'a pas été exempt d'obstacles, mais vous l'avez noté, il a aussi été jalonné de l'une ou l'autre avancée, puisque depuis 2021, la zone 4 dispatche la zone 5 et depuis février 2025, la zone 2 dispatche la zone 3, les zones 1 et 6, quant à elles, conservant leur propre dispositif. Alors, je pense que ce projet va au-delà d'une réorganisation technique. Il porte une vision
peut-être plus moderne du service public, plus de cohérence dans l'opérationnalité des choses, une amélioration de la continuité du service, de la réactivité des secours et d'une intervention plus rapide. On peut le considérer comme un exemple de faire mieux ensemble. Et donc, dans le respect des spécificités de chaque zone, l'objectif serait de parvenir à rassembler les 4 dispatchings encore distincts en un seul dispositif. Et comme je viens de le dire, nous pensons qu'un outil de ce type offre une vision unifiée, en temps réel, des ressources disponibles à l'échelle provinciale pour optimiser la mobilisation des moyens et garantir en toutes circonstances une réponse rapide, ciblée et efficace. Je vais préciser les choses avec un exemple. Le nord de la France, c'est un dispatching pour 2 600 000 habitants, localisé à Villeneuve d'Ascq, et il dispatche 6 000 pompiers. En province de Liège, nous avons 4 dispatchings pour 1 100 000 habitants, 32 casernes ou postes avancés et de l'ordre de 1600 pompiers. Et cette singularité est une singularité pompier. Le 112, dans la division 2, aide médicale urgente, dispatch au niveau de la province. Le 101, au niveau du centre de coordination police, dispatch au niveau de la province. Alors, plus précisément, l'impact sur l'emploi. La vision n'est pas de sacrifier les postes à l'autel de la performance ou d'avoir une approche strictement budgétaire. Je pense que ça va au-delà de ça. C'est vraiment le renforcement de l'efficience, la réactivité, le délai d'intervention et finalement l'aide aux citoyens. Et j'en prends pour exemple le dispatch de la zone 3, donc, qui a rejoint la zone 2 tout récemment, où en fait 6 sapeurs-pompiers ambulanciers, donc auparavant mobilisés pour assurer la fonction de dispatcher, sont effectivement réaffectés à d'autres missions opérationnelles sur le terrain. Et donc ça s'est fait dans le respect des personnes en place, et les concertations syndicales interviennent au niveau des zones de secours et certainement pas au niveau de la province. Mais donc c'est la possibilité de réaffecter du personnel à des missions qui sont peut-être en souffrance pour le moment au sein d'une zone de secours, comme par exemple tout le volet prévention. Alors vous parlez également de la diversité des protocoles d'intervention entre les zones. Donc là aussi, je me base sur l'exemple de la fusion zone 2, zone 3 au niveau du dispatching, où en fait le logiciel est en capacité de compiler les protocoles et de prendre en considération les spécifications locales, qu'il s'agisse du type de départ, de la nature des postes, du statut des intervenants, donc le tout afin d'assurer une coordination efficace. Vous m'interrogez également sur les statuts différents des dispatchers. Oui, donc, qui existent pour le moment, et donc c'est tout à fait correct. Par contre, il faut préciser que le statut pécuniaire est, lui, uniformisé sur l'ensemble du territoire et il est régi par un arrêté royal. Alors, je rappellerai peut-être pour terminer que nous avons instauré une 6e commission temporaire spécifique zone de secours. La question du dispatching commun a été abordée lors de notre réunion du 4 juin dernier, au cours de laquelle, je pense que toutes les personnes présentes à cette réunion peuvent en attester, les commandants de zone ont effectivement confirmé la pertinence de l'objectif poursuivi. Mais au-delà de la confirmation d'une déclaration d'intention, il convient de constater que, et même si le dossier est ancien, nous sommes toujours aux prémices d'un rapprochement et des réunions techniques devront intervenir afin de définir une méthode de travail, des modalités précises, un calendrier. Donc tout ça est en cours pour le moment.
Et bien évidemment, nous ne manquerons pas de revenir vers vous, Conseil, et aussi vers la 6e commission, avec des informations sur l'avancée régulière des étapes que nous aurions à réaliser pour parvenir à réaliser l'objectif du dispatching. Voilà, je pense avoir été complet dans mes réponses. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction, monsieur Bastin? Merci pour votre réponse. Et voilà, je pense qu'on a bien compris la vision de l'importance pour vous de la mutualisation du dispatching. Mais je voudrais être pas trop long et juste dire effectivement, si la province entend jouer un rôle fort, on a maintenant cette commission qui réunit les conseillers provinciaux. Je pense que c'est effectivement important d'avoir les commandants de zone, mais en fait, je trouve que ce serait aussi vraiment important d'entendre les représentants des organisations syndicales. Et si la province veut jouer ce rôle fort, elle peut aussi donner le ton à ce niveau-là. Parce que si on veut bien comprendre l'ensemble des enjeux, on doit aussi entendre ce que les représentants des travailleurs ont à dire. Voilà, merci. Merci, monsieur le chef de groupe. La troisième question d'actualité concerne la protection du quartier de Jupy des inondations et l'assainissement des eaux du ruisseau des Moulins. J'invite son auteur, madame Muriel Freinet, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, le ruisseau des Moulins et ses affluents débordent très régulièrement. Donc 2018, 2019, 2021, causant des inondations importantes dans plusieurs rues de Jupy, rue des Moulins, rue de Fléron, rue du Couvent et rue d'Estienne. Par ailleurs, il a été récemment mis à jour que le pertuis dans lequel il est canalisé par la traversée de Jupy a été endommagé, causant des problèmes de stabilité importants, notamment au niveau de la rue du Couvent. Ces problèmes ont deux causes principales. Premièrement, l'urbanisation excessive sur le bassin versant du ruisseau et ses 9 affluents sur les hauteurs de Jupy à Liège, mais également sur Fléron, Sèvres et Bénezet, ce qui réduit l'infiltration naturelle des eaux de pluie. Et deuxièmement, le dérèglement climatique actuel qui génère des épisodes pluvieux plus importants que par le passé. En collaboration avec les riverains, c'est ce que nous avons trouvé, pose de nombreuses questions. Le ruisseau des Moulins, dont la province de Liège est gestionnaire, est mal répertorié. Sur 9 affluents, seulement 5 sont répertoriés. Certains cours d'eau n'apparaissent même plus sur le site de la cartographie du réseau hydraulique wallon. Par ailleurs, contrairement au ruisseau de la Julienne, le ruisseau des Moulins n'a pas de numéro individuel de masse d'eau et ne figure donc pas dans la cartographie des masses d'eau de surface. Ensuite, contrairement aux obligations pour les habitations qui sont situées en zone de régime d'assainissement collectif, il apparaît que plusieurs maisons, notamment situées rue Fort du Coin, déversent leurs eaux usées directement dans le pertuis de la rivière, laquelle se déverse directement dans la Meuse. Nous avons en outre découvert sur la rue de Jupy à Fléron une sorte de bascule de l'égout public vers le ruisseau des Moulins. Cela signifie que l'égout se déverse dans la rivière dès qu'il est saturé. Pourquoi, contrairement au ruisseau de la Julienne, le ruisseau des Moulins n'a pas de numéro individuel de masse d'eau? Il ne figure donc pas dans la catégorie de masse d'eau de surface. Que peut-on entamer les services provinciaux en charge de cette problématique, tant par eux-mêmes qu'en concertation, manifestement, avec la IDE? Et quelles sont les obligations légales et les limites liées aux gestionnaires de ruisseaux par la province de Liège? En vous remerciant. Je vous remercie, madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Nous passons maintenant à la quatrième et dernière question relative aux nouveaux animaux de compagnie. Pour cette dernière, je donne la parole à M. Erwin Guckel. Merci, Monsieur le Président. C'est la beauté des questions d'actualité, c'est qu'on va ratisser large dans les thématiques. Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Collège provincial, chers collègues, Monsieur le Directeur général provincial, en vos titres et qualités. Vous l'aurez sans doute entendu et vu ces dernières semaines, le village d'Hermal-sous-Argenton, situé à Oupey, a défrayé la chronique. Cet événement pourrait prêter à sourire, quoique. Un caïman aurait été aperçu sur un plan d'eau de ce village. Mon intervention ici n'est pas liée particulièrement à l'animal en question, mais plutôt aux NAC, les nouveaux animaux de compagnie
de manière générale. De plus en plus de communes sont confrontées à la prolifération liée à l'abandon de ce genre d'animaux de compagnie rejetés en pleine nature. J'en conviens, la législation wallonne est effectivement claire. Depuis le 1er juillet 2022, il est nécessaire de présenter un extrait du fichier central de la délinquance environnementale et du bien-être animal de compagnie dans le cadre d'un achat ou d'une adoption de ce genre d'animaux. Par animal de compagnie, le spectre est effectivement large et englobe, dans ce cas-ci, l'ENAC. Un volet de cette législation est bien entendu d'éviter les achats impulsifs et contraintes qu'implique la possession de ce genre d'animaux, taille du terrarium, odeur, nourrissage avec des animaux vivants. C'est-à-dire mettre un cadre pour le bien-être animal dans toute sa diversité. Le cas d'un caïman, si cela s'avère réel, est bien entendu exceptionnel, mais les plus gros dégâts sont peut-être liés à des espèces plus discrètes telles que lézards, tortues et rongeurs. En plus de déréguler notre faune locale, ces animaux sont par moments gardés et ou vendus sous le manteau dans des conditions épouvantables. Notre institution, via son patrimoine naturel, n'est pas à l'abri de ce genre d'événements. Un simple exemple, le domaine provincial de Ouégimont et ses plans d'eau, ou les douves du château de Jehay. À Houpeil, en l'occurrence, ce site de promenade ouvert au public est fermé depuis des semaines maintenant. Il vient de réouvrir il y a quelques jours. Qu'en serait-il de notre outil à Ouégimont si nous vivions le même cas de figure? Économiquement, ce serait une catastrophe. J'en viens donc à ma question, chers collègues, monsieur le député. Notre institution ne pourrait-elle pas faire écho en demandant un durcissement de la législation afin de responsabiliser encore davantage les propriétaires via un bagage ou un puçage, avec un contrôle aussi via les vétérinaires quand les propriétaires qui, à un moment donné ou à un autre, se présentent à leur cabinet. Par ailleurs, pourriez-vous nous expliquer ce que la province met en œuvre au niveau de la formation des pompiers en matière de NAC et comment nous pourrions renforcer l'aspect prévention par rapport et vis-à-vis des citoyens. D'avance, je vous remercie pour l'attention portée à cette question. Merci, monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, j'invite donc à présent monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces deux dernières questions. Merci. Monsieur le Président, Madame la gouverneure faisant fonction, chers collègues, chers collègues futurs jubilaires, anciens collègues là-bas, hein, Miguel, bonjour, plaisir de le voir. Hein. Répondrai donc successivement à Madame Frenet sur le ruisseau du Moulin et alors après à Monsieur Guckel par rapport aux caïmans rencontrés dans les eaux de la province de Liège. Madame la conseillère provinciale, permettez d'abord que je dise quelques mots sur le concept de masse d'eau que vous utilisez et qui est sans doute obscur pour les non-initiés. Une masse d'eau sert à classifier les différents milieux aquatiques du territoire européen, qu'ils soient réservoirs, rivières, fleuves ou canaux, et chacune doit répondre à ses propres objectifs environnementaux. C'est la directive cadre européenne de l'eau qui les identifie en fonction de leur région naturelle, de la superficie de leur bassin versant, de leur pente. Une masse d'eau équivaut à une unité de gestion des ressources en eau. Notez qu'en Wallonie, les eaux de surface sont principalement des voies d'eau et des réservoirs de barrages. Le ruisseau des Moulins à Jupy appartient au bassin versant de la masse d'eau MV, donc pour masse d'eau 35R, soit Meuse 2, telle qu'identifiée par le SPOE d'après cette directive cadre européenne de l'eau. Il n'est donc pas repris nominativement dans le linéaire, mais est bel et bien considéré. Ceci étant, passons à ce que peuvent faire nos services provinciaux. La gestion des masses d'eau n'est pas du ressort de la province de Liège, mais d'une part du service public de Wallonie, département des eaux de surface, et d'autre part des communes qui sont responsables de l'égouttage sur leur territoire. La province, elle, peut aider aux réflexions sur la lutte contre les inondations. Pour le ruisseau des Moulins, cela va se faire en collaboration avec
l'AIDE, qui mène actuellement une étude hydraulique sur le bassin versant. De manière plus générale, la province réfléchit actuellement à une restructuration du service des cours d'eau pour étoffer la cellule dédiée aux études hydrauliques, ce qui permettra de développer une connaissance approfondie des cours d'eau et de déterminer les aménagements pertinents pour diminuer les risques liés aux inondations. Ce travail, déjà commencé avant les inondations par nos services, avant 2021, et continué depuis, et que l'on souhaite, dans la déclaration de politique provinciale, amplifier. On constate d'ailleurs que beaucoup de communes sont démunies face à ces problématiques et ne disposent pas de personnel suffisamment qualifié dans cette matière pointue pour encadrer de telles études, si bien que le service des cours d'eau est régulièrement sollicité pour apporter un appui dans cette matière. Ainsi, la mise en place d'une cellule spécifique dédiée à des études permettra autant de répondre à des besoins internes que d'apporter une aide par une approche supracommunale, le tout en concertation avec les autres acteurs concernés tels que l'AIDE. On va interroger aussi sur nos obligations légales et nos limites en tant que gestionnaire du ruisseau en question. De façon générale et légale, nous sommes tenus d'assurer dans le cadre d'une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau le petit entretien des ruisseaux de deuxième catégorie, enlèvement des embâcles, récépage de la végétation, d'intervenir lors des crues pour rétablir le bon écoulement, de veiller à la bonne utilisation du domaine public, notamment au travers de la remise d'autorisation et d'avis tels qu'elle délivre, de participer à l'amélioration de l'hydromorphologie des cours d'eau, par exemple au travers de renaturation ou des levées d'obstacles à la libre circulation du poisson. A contrario, la province n'est pas responsable des ouvrages construits aux abords ou sur un cours d'eau. Ils appartiennent aux propriétaires des dits ouvrages et relèvent donc de leur responsabilité. Les berges modifiées par création d'un muret ou par la pose de canalisation ne sont pas sous notre responsabilité. Nous n'intervenons par ailleurs que très exceptionnellement dans un but de restauration écologique ou d'intérêt public. Dans le cas du ruisseau des Moulins, nous avons affaire à un enchaînement de nombreux ouvrages construits par des propriétaires privés et par les communes, donc de manière successive au fil du temps. Donc le propriétaire d'aujourd'hui n'est pas nécessairement responsable de la construction, mais il a reçu le bien par achat, par héritage, enfin en fonction du temps. Les effondrements récents ont montré que certains tronçons sont en mauvais état, en partie en raison des crues récentes des dernières années, comme vous le constatez. Suite à des constats localisés, la province a étendu ses explorations souterraines à d'autres zones, suivies par la ville de Liège qui intervient actuellement sur les ouvrages de canalisation dans le cadre de ses missions, cette fois de sécurisation. Comme déjà annoncé lors d'une précédente séance du Conseil provincial, le service des cours d'eau va étendre l'exploration des ruisseaux couverts en vue d'obtenir un état des lieux global des cours d'eau canalisés en province de Liège. Et au vu du linéaire important concerné, donc il y a plus de 100 km de cours d'eau canalisés, cette mission s'étendra sur plusieurs années. Il conviendra alors de redéfinir au cas par cas les actions à mettre en œuvre, principalement par les riverains et les communes, puisqu'ils en sont propriétaires en fonction des constats de terrain. Le ruisseau des Moulins fait effectivement partie des zones prioritaires à explorer en raison des inondations de ces dernières années et des effondrements qui se sont multipliés depuis 2 ans. Soyez donc assurée, Madame la conseillère, que nous sommes plus que conscients des enjeux liés à nos cours d'eau et de la problématique spécifique de celui-ci que vous évoquez. Nous sommes dans la tâche pour accompagner les acteurs concernés, comme il se doit, y user de la plus-value qu'est notre expertise à bon escient. En fait, nous avons au niveau des services des cours d'eau des ingénieurs en hydraulique qui connaissent particulièrement bien les cours d'eau de la province. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, je vous remercie pour votre bonne attention. Vas-y, intervenir ou pas? Comment? Après. On fera les interventions après s'il y a lieu, mais continue ses réponses. Pour répondre à M. Duquel sur le Caïman, Monsieur le conseiller provincial, chers collègues,
Je vous remercie pour cette intervention qui met en lumière une problématique réelle. Bien que parfois perçue comme anecdotique, celle des nouveaux animaux de compagnie, les NAC, et des risques liés à leur possession, leur abandon ou leur détention illégale. Comme vous l'avez rappelé, le cas du caïman à Hermal sous Argenton a suscité l'attention des médias et de l'opinion publique. Mais au-delà de cet exemple exceptionnel, ce sont bien les impacts plus directs mais potentiellement durables sur notre faune locale, la sécurité publique et le bien-être animal qui doivent retenir notre attention. Concernant la préparation de nos zones de secours face à de telles situations, permettez-moi de préciser que la formation NAC, d'une durée de 4 heures, 2 heures de théorie et 2 heures de pratique, est bien reconnue et subventionnable par le SPF intérieur. Elle peut être dispensée à la demande des zones de secours. Notez cependant qu'aucune zone de secours ne l'a intégrée dans son plan de formation depuis 2022. Intégration sine qua non pour qu'elle soit subventionnée et donc organisée. Les dernières formations ayant eu lieu en 2021 pour la zone de secours 4 et en 2022 pour la zone de secours 3. En revanche, la province reste proactive sur d'autres volets de formation. La formation sauvetage d'animaux en détresse, 6 heures, 3 heures de théorie et 3 heures de pratique, figure au plan formation 2025 de la zone 5. Elle est dispensée en partenariat avec l'ASBL Animal sans Toit, avec laquelle une convention a été signée. La province s'est également dotée de matériel pédagogique spécifique, notamment une vache et un cheval didactique grandeur nature, permettant aux candidats de s'exercer sans danger pour les animaux. Pas en cours de caïman, mais qui sait. Enfin, dans le cadre du brevet de base NB1, brevet sapeur, une journée entière est dédiée à la gestion et au sauvetage des animaux en détresse également, en partenariat avec la SBL précitée. Vous avez également évoqué à juste titre la nécessité de renforcer la responsabilisation des propriétaires de NAC, notamment par un bagage ou par un puçage systématique contrôlable par les vétérinaires lors des consultations. Là, la capacité d'intervention de la province de Liège atteint ses limites puisque les règles en matière d'achat ou de détention d'un animal, qu'ils soient NAC ou traditionnels, sont fixées par d'autres niveaux de pouvoir. Ceci étant, tandis que la détention d'un permis pour posséder un animal a été rendue obligatoire par la Wallonie depuis 2022, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou CITES, accord international qui vise à réglementer le commerce d'espèces animales et végétales menacées, permet de cadrer la possession d'animaux allogènes. Alors, certes, ceci n'empêche pas les dérives et les actes illégaux, et je ne peux vous promettre qu'un caïman n'émergera jamais des eaux de Wégimont, mais comme pour Hermal sous Argenton, il pourrait s'agir d'une présence effective ou d'une hallucination, qui sait, voilà peut-être d'une publicité rêvée pour notre domaine provincial. Après tout, le Loch Ness aurait-il la même aura et la même attraction pour le public sans son monstre? Et puis, avec mon collègue Luc Gillard, nous n'abandonnons pas l'idée de recruter Crocodile Dundee parmi le personnel estival de Wégimont. En espérant que ces pistes vous rassurent quant à notre engagement sur cette problématique et en souhaitant bonne chance à la commune nous paye dans sa chasse aux caïmans, aux carpes ou à tout ce que la presse a dit que la bête pourrait être. Je vous remercie pour votre bonne attention. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Madame Frenet, une réaction? Irwin, merci. Ceci clôt le débat sur les questions d'actualité. Nous passons donc au point 7. Prise d'acte du programme stratégique transversal, le PST, présenté par le Collège provincial de la province de Liège pour la législature 2024-2030, en vertu de l'article 2212-47, paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et j'invite le rapporteur, Mme Virginie de Franfirque, à nous en faire connaître les conclusions. Il y a 313 ou Juste un, oui.
Chers collègues, votre première commission a examiné ce mardi la modification du règlement général des études de l'enseignement secondaire. Non, le 301. Alors, on m'a dit que Patrick faisait le rapport pour le bureau. Oui. Non. C'est l'autre rapport, je suis en train de dire. Attends, Patrick Tu va m'as envoyé te par... donner ça. C'est la première fois que je fais pour le bureau, donc je ne l'ai pas vu. Je savais que c'était pas facile. Ce truc. Non. Désolée. Tu vas aller tout ça? Je n'étais pas au bureau, je sais pas. Bon, je vais essayer de me débrouiller avec ça, excusez-moi, mais c'est un peu de la pro. Donc c'est au sujet du cadre législatif avec le décret du 19 juillet 2018 intégrant le programme stratégique transversal que nous connaissons tous dans le Code de la démocratie locale. L'objectif poursuivi par la réforme était de tendre à la modernisation des pouvoirs locaux en implémentant un nouveau schéma organisationnel des administrations locales et provinciales dans le but d'améliorer le fonctionnement de celles-ci et d'autres part, de préciser les rôles des directeurs généraux et des directeurs financiers et ensuite consacrer les nouveaux outils de gouvernance. Le législateur wallon a étendu également le programme stratégique transversal à tous les pouvoirs locaux en lui donnant un caractère obligatoire en reposant sur une méthodologie modulable et évolutive en fonction des besoins mais aussi des capacités et des ressources de chaque pouvoir local. Ce décret s'inscrit donc dans une logique de bonne gouvernance. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus, moi? Je ne sais même plus qu'on a. La méthodologie pour le PST provincial, donc avec les objectifs stratégiques, opérationnels et les projets, c'est le comité de direction en tant que conseiller du collège qui a entamé la réflexion stratégique sur base exclusive de la déclaration de politique provinciale 2024-2030. Sur base du PST précédent, notre institution a pu dégager une série d'enseignements avec une volonté d'élaborer un document plus facilement modifiable au fil du temps, mais aussi plus aisément évaluable. Donc, il nous a demandé ici de prendre acte du PST présenté par le Collège provincial de la province de Liège, tel que repris en annexe. Et voilà. Je vous remercie, Madame la commissaire provinciale. C'était nul, j'en conviens, excusez-moi. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce point? Monsieur Bastin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, les conseillers. Donc, nous avons bien pris connaissance du PST, le programme stratégique transversal présenté pour la législature. Après analyse, il nous semble important de souligner plusieurs éléments. En effet, derrière les termes techniques et les intentions, ce texte contient plusieurs choix politiques lourds de conséquences pour les travailleurs provinciaux, pour les citoyens et la mission même de la province. Nous relevons d'abord une orientation inquiétante vers la rationalisation budgétaire et la logique managériale. On parle d'externalisation de missions, de centralisation des fonctions, de gouvernance adaptée, de réduction de la dépense aux subventions publiques ou encore de fusion d'établissements. Ces formulations, on les connaît. Elles préparent des coupes, des fermetures potentiellement et une mise sous pression du personnel. Ce qui est mis en œuvre ici, c'est une logique d'efficience comptable qui menace l'emploi public et la qualité des services à la population. Envisager d'externaliser des missions, c'est potentiellement confier des pans entiers de l'action provinciale à des acteurs privés. Cela remet en cause la maîtrise démocratique et la stabilité de l'emploi. C'est également une porte ouverte à la précarisation du travail. Concernant l'emploi, nous regrettons l'absence de tout engagement clair pour le maintien des effectifs, voire leur renforcement là où c'est nécessaire. Le PST mentionne l'accompagnement des agents dans le changement, mais reste flou sur les postes concrets qui seraient supprimés, transférés ou modifiés. Il est même question de revoir les organigrammes et d'adapter la politique de télétravail ou les chèques repas. Les agents publics ont besoin de reconnaissance, pas d'incertitude supplémentaire. Sur le plan des services publics, ce PST ne nous rassure pas non plus. Quelle garantie concrète pour le maintien de l'enseignement provincial dans toutes les entités?
Que restera-t-il de l'offre culturelle et touristique de la province si on pousse à l'autofinancement et à la rentabilité? Quelle capacité aura la province à répondre aux besoins sociaux croissants si elle s'engage dans une rationalisation de son patrimoine et dans une stratégie numérique qui risque d'éloigner encore davantage les publics les plus fragilisés? Autre point problématique, la mise en œuvre du transfert de compétences vers la région wallonne. Le PST évoque donc une ventilation des compétences, mais sans garantir le maintien de l'emploi ni la continuité de service. Nous refusons que ce processus soit un prétexte pour se désengager dans certaines matières au détriment de la population. Nous reconnaissons que certains volets du PST vont dans une direction intéressante, comme certaines initiatives en matière de transition énergétique, mais même là, tout dépendra des moyens budgétaires réellement mobilisés. Et c'est justement là que le bât blesse. Le PST parle de trajectoire budgétaire, mais aucune promesse concrète n'est faite pour renforcer les dotations là où les besoins sont les plus criants. Donc pour le PTB, la province a un rôle crucial, social à jouer en tant que pouvoir public de proximité. Ce rôle doit être renforcé et pas affaibli. Ça ne signifie pas d'externalisation ni de privatisation des services. Des moyens structurels pour les zones de secours, on en a parlé, mais aussi pour l'enseignement, la santé, la culture, les services aux communes et l'ensemble des services publics, le respect du personnel et l'investissement dans l'emploi public et une logique de service aux citoyens avant toute logique d'efficience ou de rentabilité. Nous resterons donc très attentifs à la mise en œuvre de ce PST et nous continuerons à porter la voix de celles et ceux qui comptent sur la province, non pas comme une entreprise, mais comme un rempart contre les inégalités sociales et les logiques de marché. Merci. Merci, Monsieur le Conseiller. D'autres interventions? Non. Je clôt la discussion générale sur ce point. Il s'agit ici d'une prise d'acte. Le Conseil prend acte de la dite résolution. Le point 8, le document 345. Ce point concerne le retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 22 mai 2025 en ce qu'elle porte sur la proposition de désignation de représentants au sein des assemblées générales et organes d'administration de plusieurs ASBL et sociétés de logement de services publics. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et j'invite son rapporteur, M. Lombard, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le bureau a examiné tout à l'heure la proposition de retrait partiel de la décision du Conseil provincial du 22 mai 2025 en ce qu'elle porte sur la désignation de représentants au sein des assemblées générales ou des organes d'administration des ASBL reprises ci-après, à savoir Fédération du tourisme de la province de Liège et Commission de gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, où de nouvelles désignations au sein de ces ASBL sont ainsi proposées que je vais vous énumérer. À la Fédération du tourisme de la province de Liège, à l'organe d'administration et à l'Assemblée générale Anne Zinen Fabry en remplacement de Éric Jérôme pour le groupe MR, à l'Assemblée générale uniquement, Guillaume Deur en remplacement de Mélanie Leponce et Elias Teller en remplacement de Vinciane Pirmolin pour le groupe des engagés, CSP, pardon. Et à la Commission de la gestion du parc naturel Haute-Fagne-Eiffel, à l'Assemblée générale uniquement, Claude Kleckenberg en remplacement de Linda Zwartbol pour le groupe PS. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions du bureau. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Points 9 à 13. Il s'agit de 5 octrois de subventions en matière de sport, suite à des demandes de soutien des ASBL Royal EY Football Club, Challenge Henri Belsberg, Académie Karaté Le Ponce, Liège Panthers et CB Liège. Ces 5 documents ont été examinés par la première commission qui en a pris connaissance. Ils n'ont soulevé aucune question, mais conformément à notre nouveau ROI, comme vous en avez été informé en commission, chaque point, même s'il ne soulève aucune question, fera l'objet d'un bref résumé par le rapporteur désigné en commission. Par conséquent, j'invite le rapporteur de ces 5 documents, M. Marc Delry, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Voici donc la brève description des différents points. Le document 303 concerne l'octroi d'un subside de 5 000 € à l'ASBL Royal EY Football Club dans le cadre de son fonctionnement pour l'année sportive 2024-2025.
Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la politique provinciale en matière de sport, car son travail de formation a permis à l'ASBL de bénéficier d'un label 2 étoiles décerné par l'Association des clubs francophones de football. C'est donc une formation qui fait figure de référence en province de Liège. Le document 304 répond à une demande de soutien de l'ASBL Challenge Henri Bensberg dans le cadre de l'organisation de la 17e édition du Challenge susnommé du 12 octobre au 21 décembre prochain. Cette organisation confirme la part croissante du cyclocross dans la pratique cycliste hivernale. Le challenge est ouvert à la jeunesse pour découvrir le cyclocross gratuitement. L'aide envisagée consiste en une subvention de 4 000 € ainsi qu'une subvention en nature de 25 coupes pour une valorisation totale de 150 €. Le document 305 concerne l'octroi d'une subvention de 10 000 € à l'ASBL Académie Karaté Le Ponce pour l'organisation de la 9e édition de l'Open international de karaté de la province de Liège à Herstal, qui est l'événement le plus important en Belgique dans le monde du karaté. Il s'agit en effet d'une activité sportive à caractère international qui rassemble plus de 1400 participants venus du monde entier. Le document 306 prévoit l'approbation d'une convention à conclure avec l'ASBL Liège Panthers et d'autre part l'octroi à la dite ASBL, selon les termes et conditions repris dans la convention, d'une subvention en espèces d'un montant de 25 000 € afin de soutenir financièrement le fonctionnement et spécifiquement la post-formation des jeunes joueuses de basket-ball âgées de 18 à 22 ans durant la saison 2025-2026. Avec une philosophie axée sur les jeunes liégeoises et wallonnes, l'ASBL a élaboré des programmes spécifiques de formation pour ces équipes. En matière de post-formation, le club veut donner l'opportunité aux jeunes joueuses prometteuses de poursuivre des études et de s'épanouir sportivement, moralement et socialement, tout en pratiquant leur sport au plus haut niveau dans leur région. Enfin, le document 307 prévoit l'octroi d'un montant de 15 000 € à l'ASBL CB Liège dans le cadre de son fonctionnement pour l'année sportive 2025-2026. Ce club de basket évolue actuellement en TDM1, en français dans le texte Top Division Men 1, et est le seul qui évolue à ce niveau en province de Liège. En regard de son développement important, le club va occuper lors de la saison 2025-2026 les infrastructures de la province Ballon Arena de Warem. L'accueil du CB Liège permettra de renforcer la mise en valeur de cette infrastructure provinciale, ce qui correspond à un objectif affiché de la déclaration de politique provinciale pour la législature en cours. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour l'adoption de ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Le point 14 concerne un octroi de subventions en matière de supracommunalité dans le cadre du projet Ravel de Lamblève, ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. La première commission l'a examiné et en a pris connaissance. J'invite à la tribune M. Étienne Robert, rapporteur, pour présenter ce document en quelques mots. Monsieur le Président, chers collègues, il s'agit, oui, en effet, du projet Ravel de Lamblève, projet porté par les communes d'Éouaille avec les communes de Coblanon-Pont et de Sprimont. Ce projet avait déjà reçu une promesse de subside via une décision antérieure du Conseil provincial et donc par rapport aux disponibilités budgétaires sur ce budget 2025, il est proposé un subside de 388 807,5 € pour le Ravel de Lamblève et ce point n'a pas suscité de questions de la part des membres de la première commission. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 15, adaptation du montant des redevances annuelles de pension dans les internats des établissements provinciaux d'enseignement, montant et modalités de paiement 2025-2026. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission qui a désigné M. Thomas Chalon comme rapporteur. Vous avez la parole, Monsieur le chef de groupe. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues,
Il s'agissait, comme on le fait depuis la résolution du Conseil du 25 octobre 1985, d'aligner le montant des redevances annuelles de pension dans les internats des établissements provinciaux d'enseignement sur celui en vigueur dans les internats de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès lors, il est proposé de fixer ceci au montant de 2 940 € pour l'enseignement secondaire ordinaire et supérieur non universitaire pour les ressortissants de l'Union européenne et 3 960 pour l'enseignement supérieur hors UE. Le montant des mensualités est ventilé en 2 postes distincts, hébergement et repas, ceci afin de permettre la facturation quotidienne en fonction du choix fait par certains usagers de prendre ou non les repas ou de séjourner le week-end. Il y a également le maintien d'une réduction de 5% sur le coût d'hébergement accordé aux frères et sœurs d'un interne lorsqu'ils sont inscrits dans un même internat de la province. Il y a une seule question de précision sur la mensualisation de ces montants et la résolution prend effet le 1er septembre 2025 pour l'année scolaire prochaine. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions pour l'adoption de ce document? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 16 et 17. Les 2 points suivants concernent les approbations de règlements d'occupation et d'ordre intérieur, respectivement pour la piste d'athlétisme de l'IPES de SBI et les infrastructures sportives et locaux de la province de Ballon Arena. Ils ont été regroupés à la demande des membres de la première commission et soumis à leur examen. J'invite le rapporteur, M. Fabien Beltran, qui est à la tribune directement, pour nous faire son rapport. Merci, Monsieur le Président, Madame la gouverneure faisant fonction, Madame la députée présidente, Madame, Messieurs les députés, Monsieur le directeur général, chers collègues. Comme vient de nous dire le Président, il s'agit d'approuver des règlements d'ordre intérieur pour la piste d'athlétisme de l'IPES de SB 6 à Warem et d'approuver également un règlement d'ordre intérieur relatif aux infrastructures sportives et locaux de la province Ballon Arena et également à Warem. Le contexte est le suivant. Dans le cadre de la politique provinciale visant à valoriser les infrastructures sportives en les mettant à disposition des clubs et fédérations, il est proposé d'établir un règlement d'occupation pour la piste d'athlétisme de l'IPES de SB à Warem et pour les infrastructures sportives et les locaux de la province Ballon Arena également à Warem. Ces règlements fixent les conditions d'utilisation et les tarifs incluant les charges énergétiques tout en veillant à maintenir des prix démocratiques pour soutenir les clubs et les fédérations sportives. En première commission, un commissaire a souhaité savoir s'il s'agissait ici de la poursuite des remises en ordre des règlements d'ordre intérieur des sites sportifs provinciaux. Il lui a été répondu dans l'affirmatif tout en précisant que ces remises en ordre avaient également pour but de démontrer que ces sites sont bel et bien provinciaux, qu'ils sont à la disposition de ceux qui le souhaitent et n'appartiennent pas à des clubs qui y sont à demeure. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces 2 documents? Le Conseil adopte les 2 résolutions à l'unanimité. Le point 18, il s'agit d'un document qui a été soumis à l'examen de la première commission et qui concerne les modifications du ROI des établissements d'enseignement pour adultes. J'invite le rapporteur, M. Serge Ernst, mais je pense qu'il a dû nous quitter, Madame Le Ponce, à venir à sa place nous faire part de son rapport. Attention, attention. Attention, ce n'était pas prévu, donc vous me permettrez de lire pour M. Ernst qui a dû s'absenter. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés provinciaux, chers collègues, la première commission avait à l'ordre du jour la modification du règlement d'ordre intérieur pour les établissements d'enseignement pour adultes, document 312. Lors de la présentation par la direction, il est précisé que suite aux nouvelles dispositions prévues par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il était nécessaire d'adapter le ROI pour plusieurs raisons. La première concerne l'article 8 qui explique les dispenses partielles et complètes possibles pour les étudiants. À l'article 19, il est expliqué les modalités de l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires. De l'article 31 au 33, il est détaillé l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement hybride. L'intégration de l'intelligence artificielle et de son utilisation à l'école est expliquée à l'article 34. L'article 54 aborde l'utilisation de la gestion du réseau Wi-Fi en insistant sur l'utilisation à des fins pédagogiques de celui-ci.
Enfin, les articles 55 et 56 précisent l'intégration de l'inclusion à l'école. Il est précisé que l'ensemble des modifications a été présenté et accepté lors d'une concertation sociale qui a eu lieu le 18 juin 2025. Enfin, un commissaire demande pour la facilité de comparaison des textes pourquoi une annotation des modifications n'a pas été intégrée en rouge pour faciliter l'analyse dans le ROI. Il est expliqué que le règlement a totalement été refondu dans une nouvelle version et que ça aurait été plus lisible et incompréhensible, Lors des adaptations ultérieures, ce sera le cas. Et donc voici le résumé de ce point débattu en commission ce mardi. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour l'adoption de ce document. Unanimité. Le groupe écolo. Unanimité qui... Le Conseil adopte donc la dite résolution. Point 19. Les modifications du règlement général des études de l'enseignement secondaire ont également été examinées en première commission. Le rapporteur, Mme Virginie de Franck-Firquet, est invitée à la tribune pour nous faire part de son rapport au sujet de ce document. C'est la bonne. Chers collègues, votre première commission a examiné ce mardi la modification du règlement général des études de l'enseignement secondaire, le document 313. Ce règlement a donc été revu. En effet, certaines dispositions ont disparu pour laisser place au nouveau parcours de l'enseignement qualifiant qui s'installe dès la 4e année, donc en 4, 5 et 6e secondaire. On y retrouve également les dispositions spécifiques liées à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves en application de nouvelles dispositions décrétales. Ces modifications ont été présentées le 18 juin dernier à la commission paritaire locale dans le cadre de la concertation habituelle de fin d'année. Elles y ont reçu un avis favorable. Un membre demande de rappeler à la commission ce qu'est la certification par unité d'acquis dans l'enseignement qualifiant. Il lui a répondu que c'était le modèle antérieur qui permettait à l'élève de progresser dans son parcours indépendamment de sa réussite. Il avait la possibilité de combler dans une année supplémentaire les crédits, les unités qu'il n'avait pas acquises. Ici, nous sommes dans le cadre d'un nouveau parcours en 4, 5, 6 qui remplace ce que nous avions avant et qui est en quelque sorte déjà en amont du tronc commun qui devrait vraisemblablement s'arrêter à la fin de la 3e secondaire. Nous sommes ici également dans le cadre d'un nouveau parcours, donc en 4, 5, 6, avec un dispositif pédagogique revu, concentré et un programme ramené sur les 3 années. On en revient donc à un système de réussite par année d'études, après, et oui, 7-8 ans de l'ancien système. Merci pour votre attention. Merci, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour l'adoption de ce document. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe des engagés qui est contre, le groupe PTB et le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 20. Modification de structure dans les établissements d'enseignement secondaire ordinaire organisés par la province de Liège au 25 août 2025. La première commission a examiné ce document et a désigné M. Guillaume Deur en tant que rapporteur pour celui-ci. J'invite donc M. Deur à la tribune. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues du Conseil provincial. Le document 314 a été soumis à la première commission. Cet objet porte sur les modifications de structure dans les établissements d'enseignement ordinaire organisés par la province de Liège. Pour ce point, une présentation a été réalisée par le directeur général de l'enseignement. Celui-ci explique tout d'abord qu'il faut programmer 2 années scolaires à l'avance, donc 25-26 et 26-27. Pour réaliser ces choix, un outil d'aide à la décision a été mis en place par la région. Différentes informations sont alors mises à disposition des établissements, notamment sur l'offre de certaines options dans les bassins et sur le taux de fréquentation de chacune de ces options. Les thématiques communes sont les thématiques mises en avant par les bassins, celles qu'ils souhaitent donc mettre en avant, et les fonctions critiques qui correspondent essentiellement aux formations en lien avec les métiers en pénurie. Avec ces informations, une proposition de l'offre de formation est soumise à un ensemble d'instances avant validation de la ministre. Dans le nouveau dispositif, un appel d'offres est également mis en place. Cela signifie que le gouvernement peut demander à une ou plusieurs écoles la mise en place d'une formation s'il la trouve nécessaire, voire indispensable pour la zone. Pour l'année scolaire prochaine, aucun appel d'offres n'a été transmis. Le nouveau décret prévoit la fermeture potentielle d'OBG, options de base groupées,
option alors de la 4e à la rhétorique. La moyenne pour éviter une fermeture correspond à un minimum de 10 élèves inscrits régulièrement en 5e et 6e année en date du 15 janvier. Si le chiffre est en deçà de 10 élèves, vous entrez dans un risque de fermeture 1. Si vous êtes dans la même situation une année plus tard, vous serez alors dans l'obligation de fermer l'entrée en 4e année de cette option pour l'année scolaire suivante. Les élèves étant déjà dans l'option pourront clôturer leur parcours scolaire. Cette formation va alors disparaître du portefeuille de formation de l'école. Différentes exceptions existent pour ce système. Notons par exemple les formations reprises en thématique commune ou en fonction critique. Attention cependant que si plusieurs établissements dans la même zone proposent ces thématiques communes ou fonctions critiques et que plusieurs sont inférieurs au seuil de 10 élèves, c'est l'établissement qui accueillera le plus grand nombre d'élèves qui pourra maintenir son option. De plus, une dérogation positive est apparue de la part du gouvernement expliquant que la moyenne pouvait être rattrapée si le nombre d'élèves inscrits en 4e permettait de rattraper la norme. En gros, il suffirait de compter le nombre d'élèves en 4e et 5e plutôt qu'en 5 et 6e. De plus, un régime dérogatoire peut avoir lieu si un établissement doit fermer 30% ou plus de ses OBG sur une année. In fine, pour l'année scolaire 2025-2026, différentes options du 4e ne pourront pas être ouvertes pour la rentrée. Pour l'IPES, oui, aide familiale et inspirant en nursing. IPES Herstal, aide familiale. Lycée Province Jean Bout, la section aide familiale. L'IPES Verviers, aide familiale et inspirant en nursing. Sur ces différentes options, une réorganisation entre les options aide familiale et aide soignante était de toute façon prévue. Il y avait dès lors déjà 3 de ces formations qui devaient fermer, avec ou sans obligation, et ce, afin de maintenir la formation en aide soignante. La programmation proposée de l'ensemble des options a été validée en mars 2025 par le gouvernement. En ce qui concerne la réorientation des élèves de 7e année, ne pourra plus s'inscrire en 7e professionnel tout élève qui possède déjà un CESS et en 7e de qualification, tout élève possédant déjà un certificat de qualification et son CESS. Toutefois, il demeure à ce niveau toute une série d'incertitudes, notamment concernant le financement, le statut de certains étudiants, étant donné qu'il faut un minimum de 17 heures à prester pour pouvoir rester à la charge de ses parents, le statut de certains enseignants et des filières occupationnelles. Toutefois, il reste bon espoir pour accueillir des élèves en 7e année à Herstal, Wiwarem et Verviers. Enfin, la dernière mesure importante correspond à la diminution de la charge NTPP pour le qualifiant de 3%. Cela engendrera à notre niveau une perte de 522 périodes, équivalent à plus ou moins 22 équivalents temps plein. Toutefois, il n'y a aucune perte d'emploi net. Chaque enseignant a été repositionné pour garder sa charge de travail. Concernant la programmation pour l'enseignement de transition, aucune modification n'est à noter. La programmation correspond à l'habituel et cela a été validé en commission paritaire le 16 avril 2025. Un conseiller se questionne sur la notion de filière occupationnelle. Le directeur général lui répond qu'il y a une réflexion dans l'enseignement pour adultes depuis un certain temps sur différentes filières qui se disent occupationnelles. Prenons comme exemple le cours d'espagnol, où différents élèves ont passé quelques mois d'hiver dans le sud de l'Europe, le cours d'art floral, celui d'œnologie, etc. Cela est parfois contesté par des enseignants expliquant que certains élèves s'installent par la suite comme fleuristes ou autres. Une idée reviendra à modifier le coût de la formation. Elle deviendra alors plus chère lorsqu'il s'agit d'une formation dite occupationnelle et moins chère lorsque la formation répondra à un métier en pénurie. Notre députée présidente rajoute son questionnement sur les cours d'alphabétisation. Le parcours de certains élèves peut prendre de nombreuses années. La question se pose alors du rôle de la mission de la formation pour adultes de la province. Un autre conseiller se dit moins étonné de la durée que prennent certains élèves pour cette formation en question. Et une conseillère ajoute son expertise dans ce débat. Elle développe la nuance concernant la différence entre le FLE pour des personnes ayant suivi un parcours scolaire dans leur pays d'origine et ceux étant analphabètes. La question fait alors tout son sens, et ce, à l'enseignement pour adultes, est-ce à l'enseignement pour adultes de fournir une formation pour l'ensemble de ses élèves ou faut-il différencier les demandes scolaires, l'apprentissage de la langue pour rentrer dans le monde du travail et les demandes plutôt sociales visant à l'intégration au sein de notre pays de ces personnes immigrées. La question de l'évaluation de l'offre de formation vis-à-vis du souhait des inscrits se pose. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Le PTB et Écolo. Point 21.
Dernier point examiné par votre première commission, la proposition de programmation de sections et d'unités de formation pour les instituts d'enseignement pour adultes, année scolaire 2025-2026. C'est Mme Yamina Mesiani, rapporteure, qui est invitée à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, donc, lors de la première commission, nous avons assisté à la présentation de la proposition de programmation de sections et d'unités de formation pour les instituts d'enseignement pour adultes, IPFA, de la province de Liège pour l'année scolaire 2025-2026. Cette présentation a été faite par M. Salvatore Anzalone, qui est directeur général de l'enseignement de la formation de la province de Liège. Une particularité cette année, c'est la conséquence de la réforme de l'enseignement qualifiant. Un certain nombre d'unités de formation qui étaient organisées en 7e année de l'enseignement qualifiant de plein exercice basculent vers l'enseignement pour adultes. Cette présentation n'a suscité aucune question. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Le groupe écolo. Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 22 à 25. Documents 318 à 321. La deuxième commission vous propose de regrouper les 4 documents suivants, tous relatifs à des octrois de subventions en matière de culture aux ASBL Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts, Microfestival, In-Cité Mondi, Société Royale des Concerts du Midi de la Ville de Liège. La deuxième commission les a examinés et en a pris connaissance. Et vous avez deviné que le rapporteur est Madame Anne Zinel Fabry à la tribune. Rapide, comme au basket. Oui, donc rapport qui va être très bref puisqu'il n'y a eu aucune question sur ces sujets. La première demande, c'est le point 318, c'est une demande de soutien de l'ASBL Centre culturel de Stavelot-Trois-Ponts dans le cadre de l'extension du territoire en 2025 et des projets développés dans le cadre de la collaboration culturelle avec la commune de Trois-Ponts. Le collège provincial propose une subvention de 4 000 €. Le document 319, c'est la demande de soutien de l'ASBL Microfestival dans le cadre du Microfestival qui aura lieu du 1er au 3 août en Roture. Il s'agit d'un festival de musique alternative, accessible et éco-responsable, mettant en avant des artistes liégeois issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et internationaux et proposant des compositions originales. Le collège provincial propose une subvention d'un montant de 10 000 €. Le troisième document, le 320, il s'agit d'une demande de soutien de l'ASBL In-Cité Mondi pour la programmation d'expositions dans le Space Collection, la programmation contre 5 expos, un workshop et la participation au prix Jeune Artiste de la Fédération Wallonie-Bruxelles Intramuros ainsi que 6 expos extramuros. Le collège provincial propose une subvention de 10 000 €. Et le dernier document, le 321, il s'agissait d'une demande de l'ASBL Société Royale des Concerts de Midi de la ville de Liège dans le cadre de son fonctionnement 2025. Depuis 1949, la société propose tous les jeudis d'octobre à mai à 12h30 précise un concert de musique de chambre à la salle académique de Liège. Le collège provincial vous propose une subvention de 8 500 €. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 26 à 30. La deuxième commission vous propose à présent de regrouper les 5 documents qui suivent, à savoir d'autres octrois de subventions, culture aux ASBL, la scène du bocage, atmosphère, République libre d'Outremeuse, festival d'art et arsenic. J'invite Irwin Bouquel, rapporteur pour ces points, à la tribune. C'est à vous, Monsieur le Conseiller provincial. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs les députés. Donc, ce sera effectivement une synthèse des points 322 à 326. Ce regroupement de points concerne des subsides à vocation culturelle. Le total est de 37 500 € ventilés sur 5 activités. Pour l'ASBL Scène du Bocage à Herve,
activité qui aura lieu fin août, c'est le Festival des Arts de la Rue. Il y aura 6 000 € de subsides. La SBL Atmosphère pour le Festival Vibration à Malmedy, 15 000 €. La SBL République Libre d'Outremeuse pour les fêtes du 15 août, 5 000 €. La SBL Festival d'Art pour le Festival Polisson à Oui, consacré aux musiques et voix du monde, sera de... Je l'ai loupé celui-là. Je pense que c'est aussi 5 500 €. Et la SBL Arsenic Festival Nourrir ma commune. Pour les communes de Anse, Verviers, Liège, Visé, Ouiwarem, Oupey et Serein, il y aura une subsidiation de 6 500 €. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'objectif est de mieux appréhender les enjeux liés à l'alimentation et à l'agriculture. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption de ces deux documents, de ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Points 31 et 32, documents 327 et 328, la deuxième commission propose également de regrouper les 2 documents suivants qui concernent des octrois de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles pour la SBL Belgomania et la SA Les Ardentes. J'invite le rapporteur, Mme Céline Innocent, à la tribune. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ce mercredi 2 juillet, votre deuxième commission s'est réunie pour délibérer sur les 2 points suivants. Premier point, octroi de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles, demande de soutien de la SBL Belgomania dans le cadre de l'organisation de la 31e édition des Francopholies de Spa, document 327. Il s'agit d'ici d'une subvention d'un montant de 50 000 € octroyée à la SBL dans le cadre de l'organisation du festival susmentionné. Les Francopholies de Spa réunissent chaque année près de 150 000 festivaliers et plus de 120 animations et concerts répartis sur 4 jours au sein du centre de la ville thermale. Cet événement assure évidemment à la ville une vitrine conséquente. Ce document n'a soulevé aucune question. Deuxième document, octroi de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles, demande de soutien de la SA Les Ardentes, organisation de la 19e édition du festival, qui aura lieu du 3 au 8 juillet 2025 à Rocourt, document 328. Il s'agit ici également d'un subside d'un montant total de 50 000 € pour le déroulement du festival. Le festival Les Ardentes, qui prendra place dès aujourd'hui du 3 au 6 juillet à Rocourt, existe depuis 2006 et est devenu un festival incontournable en Europe. Il regroupe cette année plus de 150 artistes, dont un tiers issus de la région Wallonie-Bruxelles. Le festival est devenu aujourd'hui un acteur culturel de taille pour la fédération et la ville de Liège. Le document 328 a soulevé plusieurs questions. Un commissaire s'interroge sur le montant de 10 000 € décrit dans le document 328 comme alloué au supracommunal et qui correspond ici à la promotion de 2 artistes issus du programme des sphères sonores. Il se demande donc quel est le lien entre ces artistes et le supracommunal. Le député lui répond que le terme ici supracommunal est un terme juridico-administratif qui couvre une réalité plus générique. Il s'agit ici, dans ce cas, d'un soutien actif à 2 artistes issus du programme d'accompagnement de la province qui auront la possibilité de performer sur une scène lors du dit festival. Un autre commissaire se demande quelles sont les retombées concrètes au niveau de la visibilité pour la province. Est-ce que la province sera représentée par un stand sur place, par exemple? Le député lui répond que le concours servant à faire gagner des tickets a permis d'offrir une belle visibilité au réseau de la province. Les personnes arrivées par ce biais reçoivent ensuite des informations plus locales sur l'ensemble des activités en province de Liège. Il sert donc d'un bon levier pour la visibilité. Ensuite, en ce qui concerne la présence sur le site, la province sera effectivement sur place par le biais d'un stand Liège Province Festive, stand d'information sur les bons comportements en milieu festif et la consommation raisonnable. Un commissaire soulève le point que des partenariats ont été réalisés entre le Festival Les Ardentes et la ville de Liège par le biais de son enseignement qualifiant et se demande si une telle collaboration avait également eu lieu pour l'enseignement provincial. Le député lui répond qu'aucune collaboration n'a pour le moment été évoquée ni organisée pour cet enseignement. Et enfin, dernière question,
Un commissaire se demande combien de passes donnant accès au festival ont été distribuées aux représentants de la province, et le député lui répond que 4 passes par jour ont été distribuées. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la conseillère. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous... Pardon. Oui. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Et donc, par rapport au concours, 887 participants par un formulaire web, ce qui nous a permis de récolter 341 personnes qui acceptent maintenant de recevoir notre newsletter culturelle, et donc pas uniquement celle des Ardentes, pour 834 likes, 940 commentaires qui en ont généré 796 partages sur les réseaux sociaux. Merci pour ces précisions, monsieur le député vice-président. Plus d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour l'adoption de ces deux documents? Unanimité, le Conseil adopte les deux résolutions. Point 33. Le rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et l'ASBL Orchestre Philharmonique Royale de Liège, exercice 2022-2023, prévision 2023-2024. Il s'agit du dernier point examiné par votre deuxième commission qui en a pris connaissance, et c'est M. Chalon qui est rapporteur et invité à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, le Code de la démocratie locale prévoit que nous évaluions les contrats de gestion conclus avec les ASBL, c'est bien juste. Le contrat programme, la province y a adhéré en 2019, ainsi que la ville, afin de subventionner cette ASBL, Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Nous en sommes membres, nous y envoyons 2 délégués à l'Assemblée générale qui sont également administrateurs. Les subventions en 2022 et en 2023 étaient de 70 000 € chaque année aux fins de fonctionnement sur des produits de 13 847 000 et 14 930 000 l'année suivante. On peut constater, comme le prévoit le rapport, que toutes les vérifications ont été faites par les services provinciaux, que la SBL se porte bien et surtout qu'elle correspond à son utilité publique puisqu'elle respecte toutes les obligations contractuelles qui lui sont imposées dans sa mission de service public telle que définie par la province. Voilà, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour l'adoption de ce document. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 34, prise d'acte de la désignation d'un référent intégrité au sein du personnel de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 3e commission. J'invite à la tribune M. Gianni Tabon afin de présenter son rapport. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il s'agit d'une prise en acte de la désignation d'un référent intégrité au sein du personnel de la province de Liège. Suite à un appel interne, le collège provincial a chargé Mme Delphine Belkacemi, première attachée personnel administratif à titre contractuel, hors cadre et à temps plein, au sein du secrétariat général provincial, au sein du secrétariat de la direction générale provinciale, de la mission de référent intégrité au sein du personnel de la province de Liège. Elle possède des qualités personnelles solides, telles que l'intégrité, les compétences juridiques, organisationnelles et analytiques utiles et efficaces pour cette mission, tandis qu'elle bénéficie et bénéficiera d'un soutien organisationnel adéquat pour exercer efficacement ses fonctions de protection des lanceurs d'alerte et de promotion de l'intégrité au sein de la province de Liège. Au niveau de ses missions, écouter, informer et conseiller les personnes concernées, potentiels lanceurs d'alerte, auteurs de signalements, facilitateurs, recevoir, examiner et, si nécessaire, instruire les signalements, assurer le suivi des signalements, maintenir la communication avec l'auteur du signalement, demander des compléments d'information si besoin et fournir un retour. Et enfin, informer sur les possibilités et les conditions de recours au signalement externe. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Nous prenons acte de cette désignation. Points 35 et 36, les documents 331 et 332,
Ces points concernent 2 octrois de subventions en matière d'affaires sociales suite à des demandes de soutien des ASBL L'Univers de RAF et F41. Ils ont été examinés en 3e commission. Monsieur Lombard, rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, la 3e commission a examiné ces 2 dossiers. Pour l'ASBL L'Univers de RAF, le collège propose une subvention de 5 000 €. Pour l'ASBL F41, une subvention de 6 500 €. En 2 mots, l'ASBL L'Univers de RAF est en fait affectée à la maintenance de la plateforme numérique de l'association ayant pour but de favoriser l'accessibilité aux services d'aide pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Et l'octroi de 6 000 € pour l'ASBL F41, c'est pour les frais de fonctionnement de lieux d'hébergement d'associations pour jeunes hommes migrants sans domicile fixe en situation d'extrême précarité. Voilà, alors il y a eu 2 questions, 2 membres qui ont posé des questions. Le premier qui s'est interrogé sur la propriété de l'infrastructure d'hébergement de l'ASBL F41. Il lui a été répondu que c'était une propriété de la fabrique d'église. Et le deuxième s'est interrogé toujours sur la même subvention, sur l'existence de collaboration avec le CRIPEL. Il lui a été répondu qu'il y avait des collaborations. Je vous remercie, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour l'adoption des 2 résolutions? Unanimité, le Conseil adopte... Oh, pardon. Abstention du groupe écolo, le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 37, document 335, projet de nouveau règlement général de formation RGF applicable à l'école provinciale d'administration dès la rentrée académique 2025-2026 et abrogation du règlement d'ordre intérieur actuellement applicable. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission qui en a pris connaissance. J'invite son rapporteur, Mme Nadia Loukia, à la tribune afin de nous faire part de son rapport. Waouh! Vous avez changé, monsieur. Mais oui, j'ai mué. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, en 4e commission, nous avons effectivement examiné le point lié au nouveau règlement général des formations applicables à notre école provinciale d'administration à partir de la rentrée académique 2025-2026. Ce nouveau règlement vient abroger l'actuel règlement d'ordre intérieur et plusieurs modifications importantes y ont été apportées. Voici les principaux changements qui ont été évoqués en commission. Premièrement, nous avons revu le mode de calcul du taux d'assiduité qui sera désormais fixé à 80% de présence obligatoire au cours. Deuxième point concerne l'article 13. La notion d'absence justifiée a été précisée. Nous nous sommes inspirés de ce qui existe déjà dans l'enseignement pour adultes dispensé par la province de Liège afin d'avoir un cadre plus clair et harmonisé. Troisième point concerne l'article 21. Le seuil de réussite a été revu. Il passe désormais à 50% en cohérence avec l'enseignement pour adultes, l'un des partenaires de l'école. Cela permet d'aligner les règles entre les institutions qui collaborent aux formations. Quatrième point concerne la valorisation de la formation continue. Le règlement a été adapté à la circulaire ministérielle du 26 avril 2024. Nous passons d'un principe de 80-20 à un nouveau principe de 50-50. 50% des formations continues pourront désormais être valorisées dans l'évolution de carrière. Point 5, article 5, nous avons clarifié ce que recouvre la charte d'utilisation de la plateforme d'apprentissage. Cette plateforme développée pendant la crise Covid est aujourd'hui de plus en plus utilisée par les formateurs et les apprenants. Le point 6, le règlement prévoit désormais la possibilité de valoriser les acquis des personnes déjà expérimentées via une épreuve préalable d'admission afin de s'assurer qu'elles disposent des compétences attendues avant l'inscription. Le point 7 concerne l'organisation des cours et les articles 6, 8 et 18. L'article 6, le paiement des droits d'inscription est indispensable pour avoir accès aux épreuves. L'article 8, il est désormais possible d'organiser des formations le samedi, ce qui offre plus de flexibilité. Et l'article 18, le texte prévoit la possibilité d'une seconde session pour les épreuves. Et enfin, dernier point, la protection des données qui concernait l'article 27. Enfin, toute une série de dispositions spécifiques liées au RGPD ont été intégrées au règlement afin de garantir la bonne gestion des données personnelles des apprenants. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PS, le groupe MR est engagé. Qui est contre? Pour également pour le PTB. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo, le Conseil adopte la dite résolution. Point 38, le document 336, souhait de la société anonyme Biosourcing de disposer d'un droit réel sur une partie du site provincial précédemment affecté au SIAP. La 4e commission a examiné ce document. J'invite le rapporteur, M. Grégory Piron, à la tribune. Merci, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, le SIAP a fermé ses portes le 30 septembre 2023 et les bâtiments sont depuis lors presque inoccupés et sous-exploités. La dite société est en effet à la recherche d'un site permettant l'accueil d'un élevage de chèvres laitières produisant des protéines thérapeutiques. Or, le site provincial d'Argenteau, conçu pour répondre aux exigences d'un projet de type SPF sans pathogène spécifique, répond parfaitement aux standards sanitaires élevés de biosourcing. Il s'agit aujourd'hui d'approuver le principe et les conditions du droit d'amphithéose à constituer. Une question a été soulevée par un commissaire concernant la vocation du terrain agricole. Il lui est répondu qu'il s'agit du même type d'utilisation. C'est un projet d'innovation et de recherche agricole. Il n'y a pas de grande différence entre y héberger des cochons ou des chèvres. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Oui, le PTB, PSMR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Points 39 et 40. Deuxième série de modifications du budget provincial 2025 et troisième série d'emprunts de couverture des dépenses extraordinaires de 2025 ont été examinés par les membres de la 5e commission. Les essences intervenues sur ces deux documents vont vous être apportées par M. Marc Capa, que j'invite à la tribune. Monsieur le Président, Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur le directeur général, Mesdames les députés, Messieurs les députés, chers collègues, le point relatif à la deuxième série de modifications budgétaires du budget provincial 2025 a été présenté lors de la commission 5 de ce lundi 30 juin. Madame la députée provinciale Laura Capanzano a introduit ce point en évoquant le fait essentiel de cette deuxième modification budgétaire, à savoir la reprise sur provision. Madame la députée met en exergue la réactivité politique du Collège provincial qui, suite à l'avis de la Cour des comptes concernant le compte 2024, a réagi promptement dès la présente modification budgétaire. Monsieur le directeur financier provincial a d'ailleurs appuyé ce propos et rappelle que cet avis de la Cour des comptes de mai 2025 demandait de rapatrier deux provisions réalisées en mode but 2 et 3 2024, soit un montant de 20 millions d'euros provision pour la zone de secours et 90 millions d'euros provision pour risques et charges suite aux recettes de vous, donc de passer ces provisions en réserve alors qu'elle avait marqué son accord sur la méthodologie lors de ces modes but de 2024. Il signale que la Cour des comptes n'a qu'une compétence d'avis, mais que la région Annonne, tutelle de la province, peut toutefois s'appuyer sur cet avis pour éventuellement réformer un budget ou une modification budgétaire. Monsieur le directeur provincial a également rappelé le contexte international et géopolitique, toujours sous tension à prendre en considération lorsqu'on fait un travail budgétaire. Il détaille ensuite les différents budgets à l'ordinaire et l'extraordinaire. Il explique que la deuxième modification budgétaire, sans la prise en compte de l'avis de la Cour des comptes, correspondrait surtout à une adaptation classique du mi-année des besoins des services quant à leur fonctionnement. Afin de ne pas alourdir le rapport et l'énumération des chiffres, je prendrai la liberté de me limiter à plusieurs reprises aux milliers d'euros, laissant tomber les centaines d'euros et les cents. Nous pouvons retenir pour le budget ordinaire les points suivants. Dans le cadre du financement des zones de secours, l'application de la circulaire du 17 janvier 2025 permet à la province de rapatrier une partie des réserves non affectées à l'exercice propre pour permettre l'équilibre. Ce montant est de 7 307 000. Il y a également le rapatriement d'une partie des réserves, 11 315 000,
pour équilibrer l'exercice global du budget ordinaire. Concernant les recettes ordinaires de prestations, il y a un mouvement positif de 153 000 € correspondant au remboursement par le syndic de sa charge de la dépense d'énergie du bâtiment de l'Opéra. Pour ce qui est des recettes ordinaires de transfert, il y a une augmentation de 1 193 000 correspondant en bonne partie au subventionnement de la haute école, un subventionnement à hauteur de 900 000 €. Les dépenses ordinaires de fonctionnement font état d'une diminution de 993 000 € en raison notamment d'un nouveau marché énergie passé par la province de Liège. Les dépenses ordinaires de transfert sont augmentées de 1 737 000 €. Cela fait principalement référence au remboursement à l'ENSS subside, si j'arrive à le dire, c'est relatif à un remboursement à l'ENSS suite aux Maribel sociaux 2021 qui a revu sa méthode de calcul, processus contesté d'ailleurs par la province. Les dépenses ordinaires de dette diminuent de 1 488 000 car il a été décidé de ne pas recourir à l'emprunt en 2024 et 2025. Cela sera d'ailleurs évoqué au point suivant de ce rapport. Les dépenses de prélèvement augmentent de 12 080 000 € afin d'équilibrer l'exercice global. Bref, le solde de l'exercice propre du budget ordinaire est positif à 118 261 € et le solde de l'exercice global du budget ordinaire est positif au solde de 33 788 €. Le fait d'avoir ces éléments positifs nous permet de respecter le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L2231-10, c'est-à-dire que nous devons être en positif. Le budget extraordinaire. Nous pouvons rappeler que les recettes extraordinaires de transfert diminuent de 14 715 000 €. Puisqu'aucun emprunt ne sera souscrit pour le budget extraordinaire, le financement est effectué sur fonds propres, je viens de vous le dire, et permet de répondre aux ratios régionaux de stabilisation de la dette. Comme mentionné lors du point sur le budget ordinaire, il y a un prélèvement de 12 080 000 € sur ce budget ordinaire pour financer le budget extraordinaire. Les dépenses d'investissement diminuent de 1 676 000 € sur base des informations reçues de la Direction générale des infrastructures et du développement durable. Au niveau du budget extraordinaire, l'exercice propre se clôture par un solde négatif de 40 833 500 €. L'exercice global présente toutefois un solde positif de 11 405 000 € atteint grâce aux prélèvements effectués et aux résultats de l'exercice antérieur. Pour terminer ce point de l'ordre du jour et avant de passer au suivant, le point 2, il convient de mentionner qu'à l'issue de cette deuxième modification budgétaire, les réserves sont de l'ordre de 221 millions d'euros et qu'en 2024, à la même époque, à l'issue de la mode but 2, les réserves étaient de l'ordre de 114 millions. Enfin, pour celles et ceux qui auraient décroché en cours de route, ou pas accroché du tout, je me permettrai de reprendre les conclusions à retenir émises par le directeur financier. Cette modification budgétaire reprend les études de gestion des différents services et établissements provinciaux complétées d'une analyse rigoureuse du service du budget. Les demandes formulées par les cabinets reprend aussi les éléments issus des différents rapports au collège, reprend l'annulation des provisions 2024 et la mise en réserve de celles-ci, conformément aux remarques de la Cour des comptes sur le compte budgétaire 2024, reprend l'annulation des emprunts relatifs aux travaux 2024 et 2025. On peut retenir que pour cette mode but 2 2025, il est nécessaire de prélever sur les réserves un montant global de 18 622 850 €, qui se décompose en 7 307 pour équilibrer l'exercice propre, comme le permet le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 11 315 000 pour équilibrer l'exercice global et permettre le financement du budget extraordinaire grâce aux résultats ailleurs du compte 2024. Et comme je l'ai dit en clôture, les réserves passent après la mode but de 93 millions en mode B1 de l'époque à 221 millions au jour d'aujourd'hui. Cela comprend bien sûr le rapatriement des 110 millions des provisions évoquées en début d'intervention. J'en terminerai là, Monsieur le Président, pour la première partie de mon intervention relative au deuxième. J'avais parlé, monsieur,
Bref rapport. Oui, mais c'est difficile. Mais c'est finance. En C'est commission, finance. j'avais suggéré de le faire sur 2 minutes. On m'a dit que ce n'était pas possible, il fallait prendre le temps d'expliquer. Je pense que Mme Frenet doit être contente. J'embraye sur le deuxième. Allez-y seulement. Alors, le point 2, bien sûr, c'est l'emprunt de couverture des dépenses extraordinaires de 2025. C'est une troisième série, c'est le document 24-25-338, c'est la conclusion au résultat de décisions qui vont être prises. Au vu de l'excellente santé de la trésorerie provinciale, notamment en raison de la vente de vous, et au vu des taux d'emprunt élevés encore à ce jour, M. le directeur financier provincial a conseillé le collège provincial de ne pas recourir à l'emprunt pour les travaux attribués en 2024 et en 2025. Comme déjà mentionné lors du point relatif à la deuxième modification budgétaire, les dépenses ordinaires de dette diminuent de 1 488 804 €. La suppression du recours à l'emprunt 2024 et 2025 permet de respecter, comme je l'ai dit précédemment, le cadre fixé par la région wallonne en matière de dette, stabilisation de la dette et balise d'emprunt. Il est donc proposé que la résolution d'emprunt 2024 votée le 26 septembre 2024 par le Conseil provincial soit abrogée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Non. Très bien. Nous allons d'abord voter sur le document 337, la deuxième série de modifications. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PSMR. Pardon? Deuxième série de modifications budgétaires. Et la troisième, ce sont les dépenses extra, les emprunts de couverture. Voilà, 337, deuxième série de modifications, qui est pour le PS, les maires, les engagés, qui est contre Écolo, qui s'abstient, le PTB. Le 338, emprunt de couverture de dépenses extraordinaires de 2025, troisième série, qui est pour l'adoption de ce document, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, le PTB et Écolo, le Conseil adopte la dite résolution. Points 41 à 45, ces 5 points relatifs à différents marchés publics de travaux ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission. J'invite donc M. Marc Delry, rapporteur, à la tribune pour son rapport sur ces 5 documents. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, en grade d'égalité, voici donc quelques points d'information complémentaires par rapport à ces 5 dossiers. Le document 341 concerne l'attribution d'un marché destiné à couvrir l'entretien des cours d'eau de deuxième catégorie pendant l'ensemble de la législature pour un montant estimé à 2 629 088 €, TVA comprise, divisé en 6 lots distincts. Ceci répond à la volonté du Collège de rencontrer les enjeux croissants et les dimensions nouvelles de la gestion des cours d'eau afin de développer des actions concrètes et concertées pour assurer leur bon écoulement en période de changement climatique. Il est préconisé ici de recourir à une procédure ouverte pour l'attribution du marché. Dans le même esprit, donc de lutte contre les inondations, le document 339 concerne un projet de reméandration du ruisseau du fond de Harzé et de l'aménagement d'une zone humide via la création de mares, afin d'atténuer les risques de débordement d'un cours d'eau particulièrement sensible au risque d'inondation. L'estimation du coût des travaux s'élève à 237 160 € TVA comprise, sachant que la province a obtenu pour ce projet la promesse de principe d'un subside de 300 000 € dans le cadre du plan de relance de la Wallonie. Le marché sera attribué moyennant une procédure négociée directe avec publication préalable. Le document 340 concerne un projet relatif au remplacement des parois de soutènement du hall de stockage de sel à Amay, après que des problèmes de corrosion aient été constatés. Les travaux estimés pour un montant de 230 556 € 43 centimes TVA comprise consistent au démontage d'environ 80 mètres de plinthes existantes, en la pose de nouveaux éléments préfabriqués de soutènement en béton adaptés et au traitement de protection contre la corrosion des pieds de colonne dans la zone des travaux. Ici aussi, la province aura recours à une procédure négociée directe avec publication préalable. Le document 342 concerne la rénovation de l'infrastructure culturelle au hangar Kurt de la Haute École, spécifiquement 2 lots
qui n'avaient pas été attribués au terme de la procédure de passation en 2023 parce qu'aucune offre régulière n'avait été remise pour ces lots, en l'occurrence le lot 3, HVAC, et le lot 4, aménagement des abords. Les travaux consistent en l'aménagement extérieur des abords proches de l'esplanade créée quai Godefroy-Kurt et existant côté parking ouvert. Une clôture ainsi que des barrières d'accès seront placées. Des adaptations sur le réseau d'égouttage ainsi que la végétalisation du site seront également prises en compte. L'estimation du montant des travaux s'élève à 635 937,82 € TVA comprise. Le Collège vous propose dans ce cas de recourir à l'organisation d'une procédure ouverte pour l'attribution du marché. Enfin, le document 343 concerne la réaffectation des ailes est, sud et ouest du site Saint-Laurent, spécifiquement le remplacement des châssis simple vitrage par de nouveaux châssis double vitrage à haut rendement, et ce pour un montant estimé à 230 747 € TVA comprise. Cette fois encore, le Collège vous propose de recourir à une procédure ouverte pour l'attribution du marché. Merci pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour l'adoption de ces 5 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 5 résolutions. Point 46. Le dernier point examiné par la 5e commission concerne le budget 2026 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe à 4000 Liège. Pour le rapport concernant ce document, j'invite Mme Muriel Freinet à faire un dernier effort à la tribune. J'ai ouvert, je clôture. Document, votre 5e commission s'est réunie ce 30 du 6 2025 pour examiner le document 24-25-344 sur les cultes, budget 2026 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe à 4000 Liège. En application de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, du décret impérial du 30 décembre 1809, des arrêtés des gouvernements wallons du 13 octobre 2005, du décret du 13 mars 2014 modifiant le code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. L'instruction du dossier amène à constater que le budget a été réceptionné le 10 juin 2025. Le compte est conforme à la loi et à l'intérêt général. Le budget 2026 de la fabrique d'église orthodoxe grecque Sainte-Barbe a été approuvé par le conseil de fabrique le 10 juin 2025 et réceptionné par l'administration provinciale le 10 juin 2025, tout le même jour. La complétude technique du dossier a été conclue le 12 juin 2025. Les délais appartiennent à la province de Liège pour rendre son avis prend cours le 11 juin 2025 pour prendre fin le 21 juillet 2025. L'avis du Conseil doit impérativement être transmis à la tutelle avant cette date. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour l'adoption de ce document? Le groupe PSMR engagé. Écolo qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Bien. Même si certains m'ont suggéré tantôt de dire si c'est trop long, on passera le dernier point après, je vous propose quand même de passer au point 47, octroi du titre honorifique de sa fonction à un ancien membre du Conseil provincial. À la demande de M. Miguel Fernandez de porter le titre honorifique de sa fonction de Conseil provincial, votre Assemblée est appelée à se prononcer sur ce document. Il est soumis à l'examen du bureau qui n'a soulevé aucune question et c'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Je vous propose donc de mettre à l'honneur notre ancien collègue et de lui remettre le titre honorifique de sa fonction. Son travail régulier et sérieux durant tout son mandat est un exemple d'implication dans la gestion de notre province. Il y aura 40 ans. Mais je vais l'appeler. Ah. Il y aura 40 ans. Je vais
conseil provincial par le Parti socialiste. Siéger durant 4 décennies, sans discontinuer, avec un tel engagement, mérite incontestablement notre respect. À l'époque, il venait juste de quitter le noyau A du Barça, et regardez comme il a mon cher Miguel, en 2010, qui a déjà reçu la distinction de chevalier de l'ordre de Léopold, c'est officier de l'ordre de Léopold en 2015, et en 2012, c'est la médaille civique de première classe qui a été remise. Quant aux plaquettes d'honneur, celle de bronze qui a été décernée en 2005 et celle d'argent en 2008. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de compléter cette liste de reconnaissance officielle et de te remettre le titre bien légitime de conseiller provincial parlementaire de la province de Lille. Miguel, pêcheur, non pêcheur, peut exercer de nombreux mandats avec dévouement dans le respect total de la gestion publique. Des mandats notamment au CHR, Citadelle, à l'ASPI, à l'Intercommunal Lyon-Monceau, à la Fédération du Tourisme, à l'AIS de Liège, à la CIE, et bien à travailler à l'EFG, démontre ta confiance sans faille dans le clos de l'institution provinciale. Président de la Commission Finances et membre des commissions culture et enseignement, tu as fait preuve de rigueur pour mener à bien le débat et prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de notre institution et à son développement. Au nom de tous ceux qui ont travaillé à tes côtés durant ces 40 années, sache que la distinction que tu as remise aujourd'hui est le symbole de notre gratitude et de notre respect pour le travail que tu as accompli. J'invite maintenant à recevoir le titre honorifique de ta fonction de conseiller provincial, peut-être invité de la scène orale, une jeune députée qui va te remettre les différents cadeaux. Et avant de vous inviter à nous retrouver pour le verre de la cuillère en l'honneur de Miguel, nous allons approuver le procès verbal de la séance du juin 2025.